Gérer les périphériques d'entrée multijoueurs local. Alors, on va maintenant s'intéresser au multiplayer local, c'est-à-dire jouer à plusieurs dans le même jeu. Évidemment, un joueur va contrôler par exemple avec le clavier et l'autre aura la possibilité de jouer avec une manette. Donc évidemment, on peut faire ça à plusieurs joueurs, hein, mais on est assez limité. C'est vrai que quand on joue en général en local, on va jouer à deux. Mais ici, vous allez voir que on va mettre ça en place et grâce à un composant spécifique, ça va nous permettre tout simplement de le faire très facilement. Et en plus, on va même pouvoir splitter l'écran pour que chacun ait sa vue un petit peu comme dans Mario Kart ou des choses comme ça. Donc pour ce faire, j'ai préparé une simple scène ici. J'ai récupéré une asset. Vous pouvez voir ici qui se trouve dans le level, donc c'est un petit décor de base. J'ai ici positionné une caméra, comme on peut l'observer, qui filme par le dessus. Voilà, alors on pourrait même peut-être la reculer un petit peu, voilà, histoire de voir un petit peu mieux. L'idée ici sera dans un premier temps de jouer à deux dans la même scène. Ensuite, j'ai positionné ici une capsule qui va me servir de personnage. On peut voir que j'ai tout simplement un collider. Et ici, au niveau de son rigid body, j'ai frisé ses rotations. Alors ensuite, j'ai préparé aussi ici mon input action. Et vous pouvez voir que j'ai tout simplement, comme à l'accoutumée, ici une action map player. J'ai ici une action qui s'appelle move. On va simplement se déplacer ici dans notre jeu, qui possède une action type value et un contrôle type vecteur 2. Et au niveau des binds, j'ai tout simplement ici fait un vecteur 2 qui est composite, qui me permet d'assigner ici les 4 flèches directionnelles du clavier. Et évidemment, comme on va avoir un deuxième joueur, j'ai ici bindé tout simplement le left stick du gamepad. Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué, c'est quelque chose que vous maîtrisez largement. Alors maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est s'occuper du script. Là, on va avoir une petite différence. Donc au niveau ici de la capsule, je vais le renommer par exemple player. Ici, au niveau des composants, je vais tout de suite lui ajouter un player input. Je vais assigner ici dans ce player input tout simplement mon player controls et je vais utiliser le behavior comme à l'accoutumée, invoke C# event, ce qui va être beaucoup plus simple ici pour créer le script de déplacement. À ce sujet, je vais créer un script C# que je vais appeler player controller comme on le fait habituellement. On va laisser Unity compiler et on va l'assigner maintenant à notre player. Et là, vous allez voir qu'on va devoir coder un petit peu les choses différemment parce que par la suite, quand on joue en multiplayer, le personnage va devoir être un préfab qui va être spawné. Parce qu'on ne va pas créer 2-3 joueurs, on va en créer un seul et unique. Et chaque joueur, en fait, ensuite va être spawné. Donc, on va tout simplement maintenant assigner ce script et on va l'éditer ensemble très rapidement. Et je vais vous expliquer maintenant comment tout ça fonctionne. Donc, la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est d'importer ici le namespace Unity Engine.input system, évidemment. Ensuite, je vais créer ici quelques variables. Alors, je vais créer les méthodes au fur et à mesure si j'en ai besoin. Donc, je vais créer ici un private vector 2. On a l'habitude de le créer, qu'on va appeler direction. Et on va dire qu'il est égal à vecteur 2.0, comme à l'accoutumée. Je vais tout de suite tabuler pour me mettre au bon endroit. Ensuite, on aura besoin de récupérer le player input. Donc, on va faire ici un private. Et là, on va aller chercher le player input. Donc, player input. Et on va l'appeler player input avec un P minuscule. Donc ici, je l'ai mis en privé. Évidemment, maintenant, à l'awake, on va devoir le récupérer. Ça, c'est assez logique. Donc, c'est très simple. Le player input, get component player input. Jusque-là, c'est pas compliqué. Alors, comme on aura plusieurs joueurs, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer aussi la couleur. Je vais lui mettre une couleur aléatoire. Ce sera un peu plus pratique pour nous repérer. Donc, on va faire un get component. Sur quoi? Sur le mesh renderer. On va ici aller chercher materials et on va aller modifier la color. Et on va dire que c'est égal à une random.color HVS, voilà, qui va nous permettre de mettre une couleur aléatoire. Ça, c'est suffisant. Donc, ça, c'est parfait. Alors, c'est là où on va avoir une petite différence maintenant, c'est que ici, comme on utilise le player input, en fait, on va pas utiliser et s'abonner comme on le fait d'habitude. En fait, on va s'abonner à un événement qui s'appelle onActionTriggered. En fait, ça va écouter toutes les actions de l'input. Donc, pour ça, on va faire un void onEnabled. Et ici, on va tout simplement s'abonner à playerInput.on. Alors, c'est player input minuscule, c'est celle que ici, voilà, player input.
et ici on action triggered. En fait, vous pouvez voir quand il y a une action de détecter ici, quand un contrôle change, quand on perd, vous voyez, on peut voir que c'est des méthodes qu'on connaît déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus égal, et ici, on va la nommer très simplement on action triggered. Voilà. Évidemment, si je m'abonne, je me désabonne. D'ailleurs, on pourrait même ici, vous voyez, écrire ça de cette façon. Ça nous permettrait d'avoir tout ça sur une seule et unique ligne. Et on peut le faire sans souci parce qu'ici, on n'aura pas besoin d'autres lignes. Donc ici, je vais faire un private void on disabled. Et évidemment, je vais faire la même chose ici. Je ne vais pas m'embêter. Je vais recopier ici. Je vais utiliser une lambda. Et ça me permet ici de faire un moins égal, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est une écriture raccourcie. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est parfait. Je vais devoir maintenant gérer cette méthode ici. Donc, je vais la générer automatiquement ici avec Visual Studio. Évidemment, elle s'est placée entre les deux, donc je vais la mettre au bon endroit pour que ce soit quand même un peu plus lisible. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? En fait, là, dans l'Action Trigger, on va devoir servir du contexte pour détecter, en fait, déjà, si l'action est la bonne. Par exemple, si je me déplace, ici, j'ai que move, mais je dois quand même savoir si c'est ça. Donc, je vais utiliser le contexte pour ça. Donc, je vais faire un if context.action.name est égal à move, c'est le nom ici de mon action. Et à ce moment-là, je vais tout simplement maintenant pouvoir savoir que je dois me déplacer. Mais en fait, je dois savoir si maintenant je suis en train de me déplacer ou si je suis en cancel, si j'arrête de me déplacer. Ça va être assez simple en fait. On va faire tout simplement if context.performed. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que direction qu'on vient de créer au-dessus est égale, et ça on a l'habitude, on va dire que c'est égal au contexte.readValue, et ici ça va être un vecteur 2. Ensuite, la deuxième action possible, c'est canceled. Donc if context.canceled, à ce moment-là, on va tout simplement dire que direction est égale à vecteur 2.0. Voilà, aussi simple que ça, comme vous pouvez le voir. Et donc là, vous voyez, j'ai créé en fait, grâce ici en passant par le player input, parce que d'habitude on le fait par les événements, mais là on utilise le player input, j'ai tout simplement ici créé mes actions en fait pour récupérer mon vecteur 2 de déplacement. Alors il me reste à coder ma méthode update pour le déplacement. Ça va pas être bien compliqué. Donc je vais faire ici l'update. Et en fait, moi, ce que je veux faire, c'est lui faire une rotation ou le faire aller vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, je vais faire un transform.translate ici. De quoi? Du vecteur 3 forward de mon personnage, que je vais multiplier par direction. Alors là, attention, on aurait tendance à dire qu'on va prendre X, mais ça va être Y, ils sont inversés. Que je vais multiplier par 5 flottes pour le déplacement, que je vais multiplier par time.delta time, évidemment, on a l'habitude. Pour la rotation, c'est un transform. Ici rotate, et ça va être quoi? Ça va être par rapport à son vecteur 3.up, qu'on va multiplier maintenant par direction.x, qu'on va multiplier par une certaine valeur, comme 150 flottes, parce que pour une rotation, j'en ai besoin un peu plus de valeur. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez simple, et ici, j'ai fait une erreur de syntaxe. Donc, on a réalisé ici le script. Vous pouvez voir que c'est vraiment pas bien compliqué. Et on a quelque chose qui va être déjà pas mal fonctionnel, comme vous pouvez le voir. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire un préfab ici de mon player, je vais le glisser ici. Je vais maintenant pouvoir le supprimer de la scène. Et comment on va faire? Je vais créer maintenant un empty que je vais nommer ici Input Manager. Vous pourrez même l'appeler Player Manager, parce que vous allez voir que c'est lui qui va le gérer. On va ajouter maintenant un composant ici à ce Player Manager. En fait, on va le retrouver même ici dans les components. Vous pouvez voir que vous avez ici Input. Et on va se servir maintenant, on a déjà vu le Player Input, on a déjà vu le On-Screen Button et On-Screen Stick. On va utiliser le Player Input Manager, qui, comme son nom l'indique, permet tout simplement de gérer plusieurs players, plusieurs instances de son player. Donc, la notification behavior. En fait, vous pouvez voir ici que vous avez la possibilité, encore une fois, d'utiliser send message ou autre pour savoir quand quelqu'un, voyez, player joint ou left. En fait, quand il arrive ou qu'il quitte. Bon, voilà, ça je vous explique quoi, mais c'est assez simple. Hein. Vous créez une méthode privée onPlayerJoin sur le même ici script, sur le même objet, et elle se déclenchera quand quelqu'un arrivera ou partira. Donc ça peut être assez intéressant. Donc,
Ce qu'on va faire tout simplement dans un premier temps, on va pas aller plus loin, on va prendre notre player, on va glisser ici dans Player Prefab. Et on va rien toucher maintenant par défaut. On va tout simplement maintenant lancer notre scène. Donc c'est parti, je clique sur Play. Et là, vous allez pouvoir observer que dans ma scène, je touche la flèche, une flèche directionnelle, et on peut voir que j'ai ici un personnage ici qui est arrivé. Parfait. Je prends mon gamepad, et là, j'appuie sur le bouton, on peut voir qu'un deuxième personnage est arrivé. Et là, vous pouvez voir que je peux le déplacer sans aucun souci. Voilà, je suis ici dans ma scène, et je peux déplacer mes personnages sans aucun problème, comme vous pouvez l'observer. Alors effectivement, ça, c'est intéressant dans le cadre où vous avez un jeu ici qui permet de jouer sur le même plateau. Alors souvent, ça va être des jeux en 2D, par exemple. Mais ici, en 3D, c'est pas tellement adapté. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement maintenant d'aller un petit peu plus loin avec ce Player Input Manager et de voir comment on peut faire pour faire un jeu ici qui aurait un écran qui serait splitté en deux pour que nos joueurs puissent jouer sur la même machine, l'un avec le clavier et le gamepad, et l'autre évidemment, enfin à deux pardon, avec le clavier et le gamepad, mais sur le même écran et le même ordinateur. Et on va splitter l'écran un petit peu à la manière de Mario Kart et autres.